l'exploration, mieux l'exploration, puis exploitation du pétrole dans l'enceinte du parc des Virunga, est-ce sans risque? Non. Tout le monde semble être d'accord là-dessus, hein, et surtout la WWF, qui est une organisation non gouvernementale de conservation de la nature, qui a produit ce document Valeur économique du parc national de Virunga en 2013. C'est un rapport fourni et assez bien détaillé, mais peut-on en maîtriser les impacts négatifs sur l'environnement? Oui, selon des ingénieurs congolais en explo-production, et justement l'un d'eux est notre invité aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Michel Skabongo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue, vous allez nous éclairer sur votre supposé, pour l'instant c'est ce que je peux dire, maîtrise des impacts négatifs de l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Mais je voudrais d'abord savoir, y a-t-il des exemples dans le monde de l'exploitation des minéraux, sinon du pétrole, pour être plus concret, dans le monde, dans des aires protégées? Y en a-t-il? Je peux déjà d'emblée signaler que la RDC ne fait pas un cas d'école. Si nous prenons par exemple le bassin amazonien, il y a plusieurs pays déjà qui exploitent du pétrole qui se retrouvent malheureusement dans des parties hautement sensibles sur le plan environnemental. C'est le cas du Pérou, du Brésil, de la Bolivie, où il y a déjà des exploitations pétrolières. Ils ont trouvé la formule magique qui pouvait permettre une exploitation contrôlée du pétrole, où on peut contrôler les impacts environnementaux et atténuer pour essayer d'apporter un grand bien social aux populations riveraines. Mais à notre grande surprise, la RDC, comme toujours, fait toujours exception. Aujourd'hui, tout le monde lève la voix pour dire que le pétrole du parc Virunga, c'est un pétrole qui détruirait totalement l'environnement. Ben, je ne suis pas d'avis. Déjà, on reviendra là-dessus, sur voilà, vos arguments. Mais puisque vous avez évoqué l'Amazonie, selon donc, le rapport que je montrais tout à l'heure aux téléspectateurs, 2013 de WWF, des images par satellite de l'Amazonie brésilienne attestent de la fragmentation des forêts due au développement de ces activités-là que vous venez de citer. Donc, il y a forcément un impact négatif. Vous savez, l'Amazonie et le bassin du Congo, sinon, ce sont les deux poumons. Il y a des similarités. Exactement. Oui, déjà, il faut d'abord signaler. Il faut signaler que toute activité humaine a un impact négatif sur l'environnement. Dire qu'il n'y a que le pétrole qui détruit l'environnement, c'est un peu faux. Ça veut dire, en d'autres termes, que j'ai dit que certes, il y a des impacts négatifs lorsqu'il y a une production pétrolière. Mais par exemple, comme vous parlez de l'Amazonie, tous les pays qui constituent le bassin amazonien, ils ont intégré une dimension, ça veut dire présence de toutes les ONG de défense de l'environnement dans la chaîne décisionnelle, dans leur développement des pétroliers. Ça veut dire, par exemple, WWF, Greenpeace, ils participent chaque jour comme des gendarmes environnementaux. Ça veut dire il y a des impacts, certes, c'est une certitude, mais ces impacts sont maîtrisés. Et il faut aussi savoir qu'il y a des résidus environnementaux en termes d'impact qu'on ne sait pas atténuer lorsqu'on est lors de la production, mais qu'on prendra généralement en compte à la fin de la vie d'un gisement. Ça veut dire qu'il y a des mesures de remise en état. Et il faudra peut-être attendre jusqu'à la fin pour montrer que le passage d'une production pétrolière a détruit totalement. Mais on n'est pas encore là et on sait que les mesures contraignantes sont généralement prises dans ces pays pour qu'à la fin de la vie d'un gisement, qu'on fasse une remise en état. Très bien. Je poserai une question par rapport à la fin d'un gisement. Qu'est-ce qu'on peut faire si, dans le cadre spécifique du parc des Virunga? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fonde dans votre démarche de dire que voilà, on peut maîtriser les impacts négatifs? Avez-vous mené une étude ou c'est juste depuis votre laboratoire, je ne sais pas, vous dites voilà, on peut le faire parce que nous sommes le Congo, on peut le faire et ça va nous procurer de l'argent? C'est quoi? Avez-vous mené une étude, je dirais, sérieuse comme WWF? D'accord. Merci. Déjà, d'ici 2-3 mois, nous allons sortir un livre intitulé Les aires protégées, l'Eldorado pétrolier interdit au Congolais. Ça veut dire c'est
comment dirais-je, comment dirais-je, Ça sera simplement c'est un résultat des longues recherches. Des longues recherches sur le parc. Parce qu'il nous fallait d'abord, d'emblée, maîtriser notre parc, connaître la biodiversité du parc, connaître la biodiversité sensible à notre exploitation, pour pouvoir essayer de réfléchir sur les mesures d'atténuation, qu'on appelle des mesures de mitigation. Et il y en a beaucoup. Et dans le livre, nous les donnons en détail. Mais ici, comme c'est dans une chaîne de télé, nous ne savons pas tout dire, tout à fait. Parce que c'est un livre qui sera bientôt mis sur la place publique. La place publique. Mais bon, voilà. Vous avez dit que c'est le fruit d'une recherche. Ouais. Vous avez été sur place. Jusque-là, on prévoit déjà une descente le mois Donc prochain. vous n'avez pas encore été sur place sur le parc Sur de place, Virunga? Non. au stade où on était, on n'avait pas besoin d'être sur place parce qu'il y avait déjà beaucoup d'études, mais qui n'avaient peut-être pas pris un angle prometteur pour la production. Et nous avons d'abord essayé de collecter toutes les données qu'il y avait parce que, pour votre enseigne, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie du bloc 5. Il y a déjà une société Soko qui a effectué beaucoup de travaux sur ce bloc-là et nous nous sommes inspirés de ces travaux-là pour essayer de continuer les recherches. Mais très bientôt, du côté social, nous allons descendre sur terrain pour prendre les derniers éléments. Soko, qui est une entreprise britannique à qui on a plus ou moins, qui a plus ou moins abandonné ce projet. Hein? Soko a plus ou moins abandonné ce projet parce qu'il y a eu beaucoup de pression et malheureusement, il n'y avait pas du répondant sur le plan national. Ça veut dire le ministère des Hydrocarbures n'avait pas mis en place des bonnes stratégies. Les stratégies qui ont été mises en place pour octroyer ces blocs n'avaient pas été, en mon sens, suffisantes parce qu'il y a eu un manque de communication, vu que les populations riveraines, les populations autochtones ne connaissent même pas la quintessence de cette production pétrolière. On leur montre qu'une facette des impacts négatifs sur l'environnement, mais on ne leur dit pas réellement qu'il y a un impact positif. Parce que si on peut rentrer dans ce qu'on appelle le développement durable, le développement durable, il est basé sur un tritype d'un triangle équilatéral qui a 3 concepts. Environnement, économie et social. Mais jusque-là, on ne peut pas dire que le parc Virunga tel qu'il est là, il répond aux conditions pour qu'on ait un développement durable. Mais la faute n'est pas au parc, on le sait. Le parc est menacé depuis quasiment 2 décennies par des groupes armés, vous savez, qui favorisent le braconnage, mais aussi l'exploitation d'autres ressources minérales. Voilà, donc ce n'est pas le parc. Le parc n'y est pour rien. Le parc n'y est pour rien. Le parc n'y est pour rien, certes, mais c'est qu'on communique autour du parc. Parce que déjà, merci pour votre argumentaire, vous venez de donner là déjà des impacts négatifs qui existent avant qu'on ait une production pétrolière. Et il ne faudrait pas surenchérir. Non, bien au contraire. La production pétrolière peut apporter, dans une certaine mesure, une réponse face à ces impacts négatifs qu'on ne sait pas gérer. On reviendra là-dessus également, si je crois qu'on aura le temps. Maintenant, allons droit dans le pourquoi de cette émission. À quelle conclusion vous êtes arrivé? Comment maîtriser ou atténuer, je vais employer votre mot, atténuer les impacts négatifs de l'exploration d'abord, du pétrole dans le parc Virunga? D'accord. Nous sommes là dans l'amont pétrolier. L'amont pétrolier, c'est-à-dire de l'exploration jusqu'à la production des brutes. Et il faut signaler que tout est parti du projet de désaffectation des 21% du parc Virunga. Et c'est 21% de 790 000, à peu près 800 000 hectares. Et dans ces 21%, notre bloc 5, qui est le bloc sous étude, ne prend que 52% du parc. 52% des 21%. Des 21% qui entrent dans le cadre du bloc. Et s'il faut essayer de déceler les impacts environnementaux, il faut les compacter selon les étapes des travaux sur terrain. Ça veut dire qu'il y a des impacts qui sont liés aux travaux d'exploration tels que les impacts liés aux levées géochimiques, les impacts liés aux levées géophysiques et les impacts liés au forage d'exploration, les impacts liés au développement du puits, les impacts liés à la production et les impacts qui sont liés au transport. Et si on peut rapidement essayer succinctement de donner diagonalement les impacts par module, par exemple sur les levées géochimiques. Les levées géochimiques, il y aura quoi comme impact? L'impact, c'est lors de l'échantillonnage. Ça veut dire, localement, on va déboiser,
localement, juste une petite portion, là qu'on veut prendre un échantillon. La portion représente comme... Pour un échantillon, on est dans une mesure de quelques 5 mètres carrés. Par exemple, 5 mètres carrés. Oui, on prend un échantillon, on peut abattre un arbre et tout, mais juste après l'échantillonnage, on remet de nouvelles boutures de bois. Ça veut dire on essaie directement de pallier à la situation. On reboise, plus ou moins. Quand on passe à la prospection géophysique, la prospection géophysique, l'aérogravimétrie, l'aéromagnétométrie n'a presque pas d'impact parce que ce sont des mesures qui sont aéroportées, mais il n'y a que la sismique qui peut avoir un impact négatif. C'est notamment les vibrations émises par les signaux qu'on envoie dans le sous-sol. Parce que c'est plus ou moins des signaux continus sur une certaine période. Il y a les sons qu'on émet et il y a aussi les déboisements dus au tracé des lignes à suivre. Mais déjà, dans ces 3 risques-là, il y a des mesures de mitigation qui ont déjà été utilisées de par le monde. Et qui ont fait leurs preuves. Qui ont déjà fait leurs preuves. Mais quand on passe par exemple au forage, le forage c'est même la partie pétrolière la plus développée sur le plan technologique. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes par le passé. C'est quelque chose qui a commencé depuis fin des années 1800. Et il y a eu beaucoup d'avancées technologiques qui font qu'actuellement, nous arrivons à maîtriser tous les impacts. Ou sinon, nous pouvons suivre l'évolution de tous les impacts et y apporter des solutions adéquates. Très bien. Mais vous allez convenir avec moi que vous n'êtes pas le seul. Je veux parler de vous en tant qu'ingénieur en production, mais aussi, voilà, il y a tout. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens derrière vous, beaucoup d'autres ingénieurs derrière vous. Vous n'êtes pas le seul à le savoir. Pourquoi diable, je dirais, la VVF produirait un document contre justement ces deux activités que vous venez de citer, les études sismiques et le forage d'exploration. Avec ceci, je prends cette assise, les activités d'exploration comme les études sismiques et le forage d'exploration ont des répercussions environnementales localisées. Ces activités nécessitent l'installation de camps de base. On est bien d'accord. Ceci implique le défrichement de la végétation naturelle, vous l'avez dit, la construction de voies d'accès, la production d'eaux usées, et la formation de déchets solides, ainsi qu'une pollution sonore et lumineuse. En l'absence d'une planification rigoureuse et d'une gestion appropriée de déchets, les équipes de prospection risquent d'introduire des espèces végétales exotiques et envahissantes. En outre, les équipes seront amenées à puiser les eaux souterraines ou l'eau des lacs. C'est que le parc est plus loin. Le lac Édouard, il y a le lac est là, et le lac Édouard tout près, c'est qui bouleversera le réseau hydrographique et aura des répercussions sur la faune et leurs habitats. Vrai ou faux? Et vous je n'aimerais pas répondre directement par l'affirmatif ou le négatif. Non, mais vous pouvez dire vrai ou faux, et puis mettons juste une petite réflexion. Oui. D'abord, je me pose personnellement une question fondamentale. Est-ce que ces gens, quand ils les font, c'est vraiment avec un esprit espiègle ou il y a une certaine mesquinité? Parce que certes, il pose un problème, mais est-ce qu'il n'y a pas de solution à ces problèmes? Il y a des solutions, toute une batterie de solutions, notamment une gestion rigoureuse. C'est pourquoi, à l'introduction, je vous avais, monsieur le journaliste, présenté la situation de l'Amazonie, où VVF, Greenpeace sont intégrés dans le processus de développement des gisements pétroliers. C'est pour qu'ils jouent ce rôle de gendarme. À chaque fois, ils diront, il y a ceci qui va se faire. Et nous qui sommes ingénieurs, parce qu'un ingénieur ne peut pas rester lettré, il doit être intellectuel. Un intellectuel, c'est un lettré qui trouve une solution au problème de la société. Il pose le problème et c'est à nous de donner des solutions. Par exemple, ils ont dit qu'il y aura des boisements. Quand il y a des boisements, à la fin de l'opération, nous reboisons. Et c'est une opération qui ne prendra pas beaucoup de temps. Mais maintenant, on nous dit par exemple, on me parle des eaux souterraines. Pour connaître les impacts des eaux souterraines, partout au monde on le fait. Il y a des mesures qu'on appelle des mesures piézométriques. Les piézomètres, ce sont des puits qu'on nous ferons jusque dans les aquifères pour évaluer à chaque instant, on évalue les concentrations des différents éléments qui sont dans ces eaux-là. Et ça nous permet, lorsque nous produisons ou lorsque nous sommes dans le processus, avec les piézomètres, les mesures piézométriques, suivre chaque impact. Et à chaque fois, nous saurons quelles mesures prendre
mesures de mitigation et pour les risques qui ne seront pas pris en charge, il y a une norme internationale qui laisse une certaine marge pour l'impact environnemental. Ailleurs, quand vous arrivez en Grande-Bretagne, on vous dira qu'on vend même les droits des pollués. Ça veut dire qu'on reconnaît que toute activité va polluer. Mais on vend parce qu'on se dit qu'il y a un certain seuil à respecter. Et donc, je crois qu'avec leurs raisons, on peut rester dans les seuils et produire sans dépasser. Donc, il n'y a aucune inquiétude, si je vous comprends bien, sur les lacs qui entourent, notamment le lac Édouard, sur les eaux souterraines, pas de pollution. Ou si pollution il y aura, eh ben, on saura maîtriser. On maîtrise comment? Il faut nous dire comment on fera pour maîtriser concrètement, parce que bon, forcément, tous ceux qui vont nous suivre, vous suivre précisément, ne sont pas ingénieurs, voilà. D'accord. Ils sont pas voilà, qualifiés. Et on va maîtriser comment? Parce que vous savez, c'est 27 000 pêcheurs. 27 000 pêcheurs pour cette région-là. Ça va impacter négativement la pêche également. D'accord, mais quand vous parlez déjà des pêcheurs, ils vivent dans la précarité. Vous allez me dire que leur pêche les aide à faire quoi? Ils vivent dans la précarité. Je suis tenté de vous dire, pas par le fait de la présence du parc. Non, déjà, ils vivent dans la précarité. Quand vous voyez toutes les populations sur la lisière du parc, ils sont très pauvres. Mais alors, il y a des impacts positifs de cette exploitation. Ceux qui suivent pourront vous rétorquer, mais attendez, qu'en est-il des populations de Mwanda? Il n'y a même pas d'électricité à Mwanda. Ben, Mwanda, j'ai dit, Mwanda, ce n'est pas un cas d'école parce que Mwanda, nous sommes dans un bassin marginal. Mais on parle également d'exploitation. Oui. Enfin, on est en plein dans l'exploitation du pétrole, mais ça n'a pas impacté positivement la vie des populations. Si, dans une certaine mesure, parce que vous n'allez pas me dire que le niveau des années 70, si je mais le niveau de vie de Mwanda n'est pas le même que le niveau de vie déjà. Bon, on n'a pas mené d'études là-dessus, donc on ne pourra pas s'étaler longtemps. Mais vous, oui, mais quand on peut exploiter le pétrole depuis combien de temps? Oui, ça fait très longtemps, mais c'est avant la colonisation. Oui. Avant la colonisation, non, durant la colonisation, mais après, c'était des gisements qui ont été abandonnés par des grands majors que Perenco essaye de... Oui. Déjà que les grands, les majors, c'est-à-dire les Shell et autres, Exxon... Ils ont construit leur pays avec ces richesses. Oui, mais ils n'avaient absolument... Nous pouvons changer la direction de ces ressources. Très bien, mais ils n'avaient absolument rien fait pour les populations locales. Pas d'électricité, j'imagine qu'il n'y a même pas non plus un système d'adduction d'eau. Donc voilà. Alors, non, ce n'est pas un bel exemple. Déjà, là-bas, on était dans des contrats de concession et il y avait aussi un déficit sur le plan étatique. Nous devons le reconnaître parce qu'il n'y avait pas assez d'experts. Ce déficit existe encore ou ces déficits, ces déficits qu'on veut pallier, au fait. Très bien. Nous cherchons à pallier ces déficits. Mais, monsieur le journaliste, vous ne prenez que des exemples négatifs. Mais essayons de prendre aussi des exemples positifs. Nous avons la Guinée équatoriale qui a atteint plus de 45% de croissance. Nous avons aujourd'hui qui ne rêve pas d'aller à Dubaï. En Guinée équatoriale, on exploite le pétrole dans cette configuration où on veut le faire. Non, les configurations sont différentes, mais toute exploitation est nuisible à l'environnement. Nous pouvons prendre même des grandes puissances comme les États-Unis, le Canada, l'Alberta. Selon vous, il y a un choix à faire entre la protection d'un parc pour la postérité et l'exploitation du pétrole. Le choix, c'est exploiter le pétrole et détruire justement ce bien de l'humanité. Non, je reviens encore au concept de base, développement durable. Ce développement est basé sur 3 concepts. L'économie, l'environnement et le social. Ça veut dire qu'on ne peut pas privilégier un élément au détriment des autres. Comme ici dans le parc, bien sûr, nous sommes en train de donner beaucoup trop d'importance à l'environnement et en laissant de côté l'économie et le social. Mais le monde entier veut que nous trouvions un équilibre entre les 3 concepts pour parler du développement. Alors, je vais vous donner un élément sur la valeur économique du parc national des Virunga, puisque vous avez parlé de l'économie. 1 milliard, si le parc était géré de manière durable, sa valeur économique totale pourrait dépasser les 1,1 milliard de dollars par an. 45 000 emplois dans les secteurs de pêche, de l'énergie hydroélectrique et du tourisme pourront être créés. Et le lac Édouard pourrait fournir 3 fois plus de poissons qu'aujourd'hui si le parc était géré
de façon durable. On dit si le parc, mais le parc actuellement est géré par un Belge. Donc, voilà. Ça veut dire que ce n'est même pas un Congolais, on ne va pas parler d'une mauvaise gestion, c'est géré par un Belge. Et je vais vous donner les chiffres. Le parc est congolais, donc forcément c'est... Non, c'est un parc qui est devenu un patrimoine international, un patrimoine mondial de l'UNESCO, géré par un Belge. Actuellement, les chiffres sont de combien? C'est à peu près 45 millions de dollars. Voilà, que on dit on peut atteindre 1 milliard. Mais maintenant, même quand on dit on peut atteindre 1 milliard, mais moi, laissez-moi vous dire, les estimations les plus basiques ont donné par rapport aux potentialités pétrolières une estimation de à peu près 7 milliards de retombées annuelles. Bon, 7 milliards et 1 milliard retombées pétrolières et 1 milliard pour l'écotourisme, je ne sais quoi, le choix est clair. Entre 7 milliards et 1 milliard, le choix est clair. Le choix est clair et on devrait penser à la postérité. Penser à la postérité. D'ailleurs, notre hymne national nous dit nous devons bâtir un pays plus beau qu'avant. Allons-nous bâtir un pays plus beau qu'avant en laissant un parc comme un jardin et en ne construisant aucune maison? Encore que nous n'avons pas que le pétrole du parc de Virunga comme richesse, ça vous le savez. Mais maintenant, on va revenir sur... je vous laisse vraiment développer votre argumentaire sur les raisons qui militent en faveur de l'exploration d'abord et puis de l'exploitation du pétrole du parc de Virunga. Je vous laisse et puis je reviendrai avec 2 petites questions vers la fin pour... voilà. D'accord. Allez-y. Bon, première raison, nous sommes dans les bassins de l'ouest du rift est-africain. Et nous sommes précisément dans le bassin qu'on appelle le Graben albertain. Ce Graben albertain, il est de part et d'autre, donc de part de la frontière, c'est-à-dire Ouganda et RDC. Et il y a 3 sous-bassins, le sous-bassin du lac Albert, le sous-bassin Semliki et le sous-bassin du lac Édouard. Et ici, notamment, nous sommes dans le sous-bassin du lac Édouard. Mais du côté ougandais, ils sont déjà dans le développement de leur gisement. Plus d'une centaine de puits forêts. Mais il a été démontré que du côté congolais, il y a une grande épaisseur des sédiments qui montre qu'on pourrait avoir une plus grande potentialité pétrolière que le côté ougandais. Et en Ouganda, ils ont prouvé l'existence, par exemple, de la roche-mère, qui est des argilites bitumineuses du Jurassique, si je ne me trompe pas, et avec des réservoirs qui sont des grès du Miocène, qui se retrouvent des 2 côtés de la frontière, parce que la frontière, c'est juste l'administration terrestre, alors que les roches sont continues. Et donc, là, nous avons une ferme assurance que retrouver, géolocaliser plus ou moins des structures qu'on appelle des anticlinaux ou des pièges faillés, de notre côté, nous amènerait à trouver certainement des réserves importantes. Bien que, étant ingénieur, je ne peux pas l'affirmer totalement parce que chez nous, on dit qu'il n'y a que le forage d'exploration qui détermine la présence d'un gisement économiquement rentable. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire le système pétrolier a réellement fonctionné. On a même vu certains indices à Getty, par exemple, que ça a réellement fonctionné. Il y a déjà des études qui ont été menées par la société Soko notamment, il y a eu certaines études par la société Total, qui sont des études qui sont venues renforcer encore l'hypothèse selon laquelle les potentialités sont réelles. C'est à nous d'aller les chercher. Et maintenant, si on doit revenir maintenant à la vie même du parc, on nous dit, quand on désaffecte 21%, on détruit les parcs. C'est qu'il faut. Déjà, désaffecter ne veut pas dire détruire, ça veut dire un acte juridique pour qu'on ait accès, qu'on puisse travailler sur ce parc-là. Et même dans les travaux eux-mêmes, on ne va pas utiliser les 21%. Je venais de vous dire qu'il n'y a que 52% qui sont... 54%. Qui sont à peu près concernés par les travaux. Et même ces travaux vont se dérouler au finish peut-être sur 10% de ces 21%. Et maintenant, quand nous entrons même dans l'effectivité de l'activité pétrolière... Dans l'extraction. Quand on arrive par exemple dans l'extraction, je peux vous dire qu'on a essayé de mener une étude pour qu'il n'y ait quasiment pas de rejet. Ça veut dire nous allons exploiter tout ce qui proviendra de ces gisements. Alors Michel, quels seront les dividendes pour les populations environnantes du parc de Virunga si on arrive à l'exploitation du pétrole dans ces terres protégées pour l'État congolais, mais aussi comment aller faire en sorte que les défenseurs de l'environnement puissent trouver leur compte? Vous me répondez en 1 minute maximum. D'accord. Je pense que déjà nous sommes dans une situation qui peut nous permettre de soutirer davantage des retombées parce que
nous sommes face à beaucoup de pays qui ont avant nous produit du pétrole et nous avons vu leurs lacunes, leurs erreurs que nous pouvons corriger. Quand nous prenons directement les parcs, les premières estimations, qui sont encore que des estimations, ils évaluent jusqu'à à peu près 7 milliards de retombées l'an par rapport aux rentes pétrolières dans notre budget. Et si nous regardons les tests légaux de notre pays, la subdivision, 40% qui doivent être retenus à la source, dont 15% directement qui vont être retenus dans les entités décentralisées. Et aussi, il y aura création de beaucoup d'emplois parce qu'il y aura beaucoup de sous-traitances et il y aura certes beaucoup d'initiatives sociales de la part de ces sociétés. C'est même ça notre rôle. Nous allons essayer de former la population pour se préparer à la venue de ces sociétés pétrolières. Mais aussi si nous devons rapidement dire quelque chose par rapport aux organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, oui. Nous allons faire comme partout ailleurs, donc les insérer, qu'ils soient au cœur de l'action. Comme ça, dès l'intérieur, ils pourront donner à chaque fois des directives lorsque nous dépassons un peu la marche tracée par le monde en matière de pollution de l'environnement. Parce que partout, on reconnaît que chaque activité pollue, mais il y a un certain seuil qu'on a laissé pour ne pas dépasser. Et si je me rappelle de votre tribu, vous avez produit une tribune, le secteur des hydrocarbures RD congolais, l'hypocrisie nationale ou l'ignorance. Vous êtes également pour la mise en place d'une espèce de cellule technique au fait, au sein du ministère des hydrocarbures. Oui, quand j'analyse les faiblesses qui ont fait que les dernières tentatives n'ont pas réussi, c'est aussi parce que la structure même décisionnelle dans le secteur des hydrocarbures, elle n'est pas encore suffisamment outillée. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'expérience technique parce que nous regardons qu'il y a un ministère qui a un cabinet, le cabinet des politiques, un secrétariat général, c'est une administration, la Sonedoc, c'est une société commerciale, mais il n'y a aucune structure technique. Si on peut regarder chez nos voisins les mines, vous verrez qu'il y a la CTCPM, il y a Promine qui donne des indications techniques, ce qui crée même la politique sectorielle qui n'existe pas encore dans notre pays. Donc nous ne savons pas à quand on va produire combien, parce qu'il n'y a pas de techniciens qui se mettent chaque jour à pied d'œuvre pour donner un plan d'action. Donc cette cellule pourra amener le pays à se doter d'une politique nationale de pétrole. Et avec cette cellule, je crois que dans les 5-10 années à venir, nous serons comptés parmi les pays producteurs du pétrole. Et peut-être faire partie de l'OPEP. Ouais, peut-être pas, parce qu'on a des très grandes potentialités. Ici, on a parlé que du parc Virunga, du bloc 5. S'il faut que nous parlions de la cuvette centrale, vous verrez que là, c'est d'énormes potentialités, mais qui jusque-là ne sont pas encore mises en exergue. Merci beaucoup, Michel Kabea. Kabongo. Enfin, parce que Michel Kabea, c'est un nom assez cool. Michel Kabongo, ingénieur en production de pétrole, ingénieur congolais, je rappelle. Ça vaut la peine de le faire. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci pour votre invitation, merci pour cette chaîne, merveilleuse chaîne que nous avons maintenant, qui est la chaîne qui défend les intérêts du Congo. Nous osons croire que maintenant, vous n'allez plus laisser la parole à n'importe qui pour détruire l'intelligentsia nationale. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de l'invité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TD50.